Oui. Parfait. Bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. Mes chers collègues qui nous suivez en ligne, bonjour. Nous poursuivons ce matin les travaux de notre mission d'information intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle générative transforme notre éducation et notre culture. Et nous abordons la question de l'IA dans le domaine du journalisme avec les représentants d'organisations syndicales. Nous avions invité la CFDT, la CGT, le Syndicat national des journalistes et Force ouvrière. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin la CGT représentée par Mme Hélène Richard et Mme Céline Autain, ainsi que M. Clément Pourrier, et pour Force ouvrière, Éric Vial et Christophe Mielac. Les deux autres syndicats nous ont indiqué qu'ils feraient parvenir des contributions écrites. Bonjour à tous, nous allons donc entamer nos travaux. Nous vous remercions d'abord d'avoir accepté notre invitation. Nous avons déjà reçu, dans le cadre de cette mission, des éditeurs de presse ainsi que l'agence France Presse. Ceux-ci nous ont notamment fait part des transformations économiques du secteur engendrées par l'essor de l'intelligence artificielle générative. Je lis d'ailleurs dans une dépêche de presse que Prisma Media a annoncé supprimer 261 postes, soit 40% de ses effectifs, probablement aussi sous l'influence de l'irruption de l'IA générative dans le métier de journaliste. Enfin, c'est à vérifier, mais en tout cas, c'est certain, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Donc, nous souhaitons donc entendre vos avis sur les usages faits de ces outils par les journalistes. Comment les journalistes ont-ils intégré l'IA dans leur travail? Où tracez-vous la frontière entre assistance et substitution? Quelle est la limite entre amélioration de la productivité et précarisation? Constatez-vous des abus dans certaines rédactions qui pourraient menacer la déontologie professionnelle et l'honnêteté de l'information? La deuxième édition de l'étude Les Français et l'information de l'ARCOM estime à 32% la proportion de Français utilisant des outils d'IA conversationnels pour s'informer, ce qui accroît probablement le risque de désinformation. Quel regard, mesdames et messieurs, portez-vous sur cette étude et comment encourager les Français à consulter davantage les sites d'information fiables alors que les faux sites d'information se multiplient, au risque d'ailleurs de porter un nouveau coup fatal au modèle économique des médias? Donc, il y a des tas d'autres questions que Madame la rapporteure ne manquera pas de vous poser dans quelques instants. Je vais vous passer la parole par organisation pour un propos liminaire de 5 à 10 minutes au grand maximum, de manière à ce que Madame Calvez ait le temps suffisant pour entamer avec vous un débat constructif. Donc, je vous remercie et je vous cède la parole dans l'ordre que vous souhaiterez, Mesdames et Messieurs. Qui veut prendre la parole le premier? Je vous Monsieur le entends Président. faiblement. Ah, est-ce que vous Non, ça va, m'entendez? c'est bon, parfait, tout va bien. Je vous en prie, madame, allez-y. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, vous nous avez invités devant cette mission d'information parlementaire consacrée à l'impact de l'intelligence artificielle dans la production et la diffusion des connaissances, et nous vous en remercions. Nous tenons d'emblée à dire que vos travaux sont importants, voire essentiels. Comme vous pouvez l'imaginer, l'intelligence artificielle est un sujet de préoccupation central pour nos organisations. Non seulement parce qu'elle bouleverse déjà le travail des journalistes dans les rédactions, mais aussi parce qu'elle déstabilise les modèles économiques de nos entreprises. Comme les réseaux sociaux avant eux, ChatGPT et ses concurrents détournent déjà les lecteurs de nos journaux vers une prétendue information produite à partir du pillage de sources éparses, et demain peut-être, et demain déjà, à partir de bases d'articles de presse achetés en gros, que moulineront des algorithmes pour les restituer sous forme de synthèse comportant de nombreuses erreurs. Elles serviront alors à produire d'autres articles, eux-mêmes moulinés par l'IA. Il faut s'attendre ainsi à un appauvrissement du style, une baisse de la qualité de l'information, à une diminution des moyens pour rémunérer des journalistes produisant une information fiable et de première main, c'est-à-dire le journalisme que nous défendons. Il existe certes des possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter d'importants corpus de sources, mais ces pratiques sont aujourd'hui infiniment minoritaires et risquent bien hélas de le rester. Nous aurions donc eu beaucoup de choses à dire sur ce sujet crucial, mais conformément à nos orientations confédérales, nous ne le ferons pas devant une instance dirigée par le Rassemblement national. Nous avons choisi d'utiliser l'occasion qui nous est donnée de nous exprimer pour expliquer notre position.
Que cette position soit bien comprise. Il n'y a là aucun déni pour le verdict des urnes, que nous respectons. Le Rassemblement national perpétue une tradition politique française qui présente depuis longtemps des candidats aux élections. Nous, syndicalistes, nous la connaissons bien, cette tradition, parce que justement, elle nous déteste. Sa détestation des salariés, lorsqu'ils sont organisés, vient certainement juste même après celle des immigrés et des personnes d'origine étrangère. Même si nous le regrettons, le succès électoral de ce parti, le fait qu'il décroche en conséquence des présidences dans des missions parlementaires, ne nous étonne pas vraiment. En effet, nos camarades combattent tous les jours les politiques qui lui servent de marchepied, à commencer par les délocalisations industrielles, la destruction des services publics. En outre, le Rassemblement national peut aujourd'hui compter sur un pôle médiatique solide et bien financé qui ressasse à longueur d'antenne ses thématiques favorites, sécurité et immigration, en des termes qui ont plus souvent à voir avec l'infraction pénale qu'avec le débat d'idées, et qui tire vers lui l'ensemble du champ médiatique, en tout cas une grande partie. Nous remarquons en revanche qu'il n'existe pas de chaîne d'information continue qui, avec autant de fougue, défendent par exemple l'idée qu'il est bon de se syndiquer, l'idée qu'il est bon de porter des valeurs de solidarité et de progrès social sur son lieu de travail et au-delà. Il faut croire qu'un tel projet éditorial n'a pas trouvé de financeur. L'extrême droite a l'habitude de se dire victime de la censure. Pourtant, son attachement au pluralisme ne saute pas aux yeux de celui qui prendrait la peine de lire ses propositions. Alors que l'ARCOM hésite déjà à jouer pleinement son rôle de garant du pluralisme, le RN propose de la supprimer. Alors qu'une meilleure répartition des aides à la presse s'impose pour soutenir l'indépendance des médias, le RN veut les réduire drastiquement. Alors que l'audiovisuel public est déjà fragilisé par des coupes budgétaires, le RN veut le privatiser. Enfin, alors que la multiplication des procédures judiciaires contre des militants syndicaux et d'autres causes tente de nous habituer au recul des libertés publiques, le RN n'est certainement pas la formation politique qui les redressera, encore moins nous protégera, nous, journalistes, des procédures bâillons ou des atteintes au secret des sources. Ainsi, ce que nous dénonçons en choisissant de ne pas participer aujourd'hui à ces travaux, c'est bien la banalisation du RN et de ses idées. Parce que sur le fond, ces travaux sont essentiels à mener, nous vous adresserons aussi sous forme écrite nos contributions. Notre prise de parole ici sera suivie par la publication d'un communiqué commun des 3 principales organisations syndicales de journalistes, la nôtre donc, et celles qui ont choisi de ne pas répondre à votre invitation. Pour notre part, nous avons préféré exposer devant vous ces raisons et plus généralement devant les citoyens. Nous voudrons votre attention. Bien. Je prends acte de votre position. Je la déplore, je la trouve déplacée et désobéissante, car vous devriez comprendre que le fonctionnement de la représentation nationale, par mission, par commission, évidemment respecte le verdict des urnes d'une part, et qu'ensuite, dans cette mission d'information, madame, je ne suis pas le représentant ni le porte-parole du Rassemblement national, pas plus que ma collègue n'est la représentante de PR. Nous agissons en tant que députés mandatés par la Commission des affaires culturelles et éducatives pour aborder une question d'intérêt général. Je pense que vous avez tort de politiser le débat. Vous avez utilisé notre invitation pour en faire une tribune politicienne. Croyez-moi, je trouve ça vraiment déplacé, mais j'en prends acte et je prends acte également du fait que vous quittiez la réunion. Donc, nous allons passer la parole maintenant à Force ouvrière. Je vous en prie. Donc, pour Force ouvrière, Donc, nous, conformément à nos statuts à Force ouvrière, nous ne faisons pas de politique, nous nous intéressons aux travailleurs, aux entreprises que nous défendons. Et quand la représentation nationale nous convie à des débats démocratiques et nécessaires, on y répond. Donc, comme d'habitude, j'allais dire, c'est aussi dans nos statuts, nous ne faisons pas chaise vide quand on est invité à discuter de sujets qui concernent la société. Donc, nous allons répondre à vos questions concernant ces IA
génératif. Les salles de rédaction innovantes exploitent des modèles de langage avancés comme ChatGPT, vous le savez, pour produire rapidement des brèves sportives, de la météo aussi de plus en plus, ou des brèves financières. Et pour l'instant, les journalistes supervisent chaque contenu avant une publication. Ils ajoutent du contexte et une analyse experte quand c'est nécessaire. Puis il y a tout ce qui concerne la création de visuels et d'infographies. Je ne sais pas, on pourra peut-être en parler, mais vous avez sans doute vu la polémique qui est née avec une infographie qui est née dans l'équipe ce mardi dernier, une photo qui a été dénoncée par la SDJ de l'équipe. Et pour vous dire que les outils d'IA graphique permettent évidemment aux journalistes de créer des visualisations de données percutantes à partir de simples descriptions textuelles. La puissance des algorithmes va au-delà du design basique. L'IA analyse des données brutes pour suggérer des formats visuels les mieux adaptés, graphiques, diagrammes ou cartes interactives. Et cette approche, effectivement, garantit une meilleure compréhension des informations pour le public. Puis, ce qui est nécessaire pour les journalistes aujourd'hui, c'est la vérification des droits d'utilisation des éléments générés, et qui sont cependant indispensables. Les journalistes doivent systématiquement identifier les crédits et s'assurer de la conformité légale des visuels produits par l'IA. Et enfin, ce que nous souhaiterions aborder, c'est tous les outils qui sont adoptés. Alors nous, tous les deux, avec mon camarade Christophe, nous sommes des journalistes. On utilise, je peux vous le dire, quasiment quotidiennement l'IA, mais pas forcément pour créer de l'information. C'est un assistant aujourd'hui nécessaire. Les moteurs de traitement linguistique, par exemple, facilitent l'extraction automatique des informations importantes dans les dépêches d'agences et des documents sources. Juste un exemple, l'agence Reuters, par exemple, a développé NewsTracer, qui est un outil qui évalue la crédibilité des sources grâce à des algorithmes sophistiqués de compréhension textuelle. Et cette technologie scrute les tweets et leur pertinence. Donc, je crois que c'est ça l'avenir auquel nous sommes confrontés face à des nouveaux contenus, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que et l'écrit et le télévisuel, le flux, comme on le dit en télévision, sont en baisse et que de plus en plus, on s'informe via les réseaux sociaux. Il est nécessaire pour un journaliste de savoir, quand lui aussi va chercher des informations, où se trouve la vraie information, où elle ne se trouve pas. Et l'IA peut nous aider aussi à déterminer ce qui est de la vraie ou de la fausse information ou de la désinformation. Et puis, sur les plateformes d'analyse prédictive, il y a évidemment ceux qui scrutent les réseaux sociaux pour repérer les sujets émergents. Donc, c'est aussi l'IA qui fait ça avant qu'ils ne deviennent viraux. Donc, par exemple, le Washington Post, lui, exploite une technologie pour identifier les angles morts de sa couverture médiatique. Et des médias régionaux utilisent des modèles statistiques avancés pour prévoir l'influence sur leur site web. Et ces prévisions affinent la répartition des ressources rédactionnelles sur les créneaux stratégiques. Face à ça, effectivement, notre métier de journaliste, et nous le pensons à Force Ouvrière, doit évoluer. Au niveau fédéral comme au niveau confédéral, nous avons des commissions dédiées au sein de notre syndicat uniquement sur l'IA, et nous faisons des propositions. Par exemple, je vais vous en faire une peut-être avant de laisser vos questions ou mon camarade Christophe Niolac parler, et nous faisons par exemple des propositions de charte de l'IA dans les entreprises, des sortes de bonne conduite. Le regret qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup et que les employeurs n'y sont pas forcément disposés. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est un sujet, évidemment, qui nous intéresse tous. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Bon, est-ce que votre collègue veut compléter ou est-ce que vous voulez attendre les questions, de madame la rapporteure, comme vous voulez? Non, je crois qu'on va attendre les questions, quoi. Après, moi, Bon, sur les chartes et tout ça, moi, je travaille à TF1, par exemple, nous, on a une charte IA, quoi. Donc, très bien. Voilà. Bon, très bien. Ben, on Mon va collègue regarder ça travaille à de plus près. TF1 et moi je travaille à France Télévisions, comme ça vous le savez. Bon, ben, c'est parfait. Bon, c'est très bien. Bon, donc nous allons passer la parole à madame la rapporteure. Et justement, nous allons pouvoir revenir sur les points que vous avez soulevés. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, de contribuer aux réflexions de cette mission d'information qui doit sortir des logiques politiciennes. Et je trouve dommage de la part des syndicats de faire la chaise vide, alors qu'on est là pour répondre justement aux attentes
que se posent dans les salles de rédaction et l'ensemble des journalistes, qu'ils soient expérimentés ou qu'ils soient nouveaux. Face à cette révolution qui est l'intelligence artificielle, je pense que quand on donne à l'Assemblée nationale la possibilité aux organismes syndicaux de s'exprimer et de pouvoir être ainsi relayés et retransmis, ça fait partie de la transparence, ça fait aussi partie de votre utilité. Vous nous avez parlé très concrètement de l'utilisation de l'IA avec parfois des menaces qui sont contestées. J'aimerais que vous reveniez sur l'exemple de l'infographie de l'équipe, de voir la lecture que vous en avez et peut-être aussi nous dire quels autres exemples d'utilisation sont en tout cas à regarder et peut-être à limiter. Et ensuite, on pourra passer, comme vous l'avez souligné, à des usages plus vertueux de l'IA pour l'accomplissement de vos missions. Je vous lis un article qui a été diffusé le mardi 31 mars dernier, donc c'est extrêmement récent, où la SDJ et donc les journalistes du journal L'Équipe ont tiré la sonnette d'alarme puisque le quotidien a publié dans sa version papier un dossier consacré aux violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport. Pour illustrer ce travail donc, de la rédaction, c'est une illustration générée par l'intelligence artificielle qui a été choisie. Et c'est une décision qui a été totalement assumée avec un crédit clairement apposé à côté de l'image, qui a fait bondir donc la société des journalistes, donc la SDJ du quotidien, qui s'est fendue donc hier ou avant-hier d'un communiqué. Et je ne vais pas vous lire tout le communiqué, vous allez le retrouver, mais en gros, la SDJ regrettait que le directeur général du groupe, donc de l'équipe, qui s'appelle Rolf Heinz, avait fait récemment une interview dans le Figaro. Et dans cet article, il annonçait un virage IA à venir. Et il avait fait la promesse formulée de principes éthiques et de conformité sur le sujet de l'IA. Et donc, la SDJ... Ce sujet avait été déjà bafoué malgré cette interview qu'il avait faite dans l'IA. Et la SDJ avait conclu qu'il demandait au plus vite la reprise des négociations concernant une fameuse charte de l'IA dans son entreprise. Charte qui existe effectivement dans des entreprises, peut-être que Christophe pourra en parler à TF1, mais qui reste encore quasiment anecdotique dans le monde de la presse. Très bien. Concernant les chartes IA, puisque vous venez de le mentionner à plusieurs reprises, est-ce que vous pouvez nous dire ce que dans votre groupe, donc TF1 si j'ai bien compris, quand est-ce que la charte IA a été mise en place, quel a été le process de sa mise en place, qui était partie prenante pour l'édification de cette charte et le contenu qu'elle contient. Merci. Alors, concernant TF1, elle a été mise en place, je pense, il y a 2-3 ans, à peu près dans ces eaux-là. Elle a été négociée entre la direction et la SDJ de TF1. Les syndicats n'étaient pas partie prenante dedans. Et en résumé, pour faire assez court, grosso modo, donc, dès que l'IA est utilisée, il y a toujours un humain derrière qui vérifie. Lorsqu'on utilise l'IA visuellement, c'est clairement l'antenne. Et puis après, bon, il y a le respect de la RGPD, c'est des choses assez... la transparence vis-à-vis du public. Si vous voulez, je vous la passerai. C'est pas confidentiel, donc c'est aide à la compréhension d'un sujet technique, détection des informations, ça c'est l'utilisation, transcription automatique de contenu audio et aide à la traduction, vérification d'informations par authentification de photos et de vidéos, indexation automatique par l'archivage ou la distribution des contenus et génération d'infographies et d'effets spéciaux. Et tout ça, le critère principal, c'est qu'il y a toujours une vérification par un humain. Merci beaucoup. Cette charte qui a donc quelques années est aussi un moyen d'encourager l'utilisation de l'IA, puisque l'idée c'est de l'encadrer, mais du coup d'en faciliter l'utilisation. Tous les deux, quel regard portez-vous sur l'utilisation d'IA
générative pour les journalistes quand il s'agit de synthétiser des documents, de pouvoir faire relire, éventuellement traduire ou transcrire. Est-ce que pour vous, ces outils vont courir un risque de perte de savoir-faire ? Est-ce que ça peut être préjudiciable aux professionnels du secteur ? Est-ce que c'est une opportunité éditoriale ou quelle est la limite entre l'assistance et la substitution ? Alors, je dirais que c'est une aide précieuse qui fait gagner du temps surtout. Donc en fait, on va... Toutes les tâches répétitives et fastidieuses qui sont très très longues, tout ça on va les balayer et on va les confier à l'IA. Par exemple, depuis très très longtemps, on utilise un logiciel qui s'appelle Trint, donc qui retranscrit les discours en texte, ce qui permet d'aller directement, quand on a des discours politiques qui sont assez longs, d'aller directement sur les passages clés. Donc ça, c'est une aide assez précieuse qui fait gagner du temps. Je dirais que le pendant de ça, c'est que quand vous ne faites pas ça, vous devez faire autre chose. Donc le risque, c'est qu'on en demande toujours plus et que l'IA permette d'augmenter les rythmes de travail. Il ne faut pas se leurrer, c'est purement économique. L'IA en utilisation de journalistes, c'est purement économique. C'est gagner du temps de travail sur des choses fastidieuses pour le reporter sur d'autres choses. Et éventuellement, peut-être réduire le personnel. Voilà. Moi, je vois par exemple, on parlait d'assistance, j'utilise l'IA que je pense comme tous les journalistes. Alors aujourd'hui, effectivement, les modèles de contenu ont changé. On ne fait plus seulement de la télévision. Quand on fait un reportage, il part aussi sur les réseaux sociaux et il est monté et destiné pour être sur les réseaux sociaux. Donc il faut travailler avec la vidéographie qui génère effectivement tous ces contenus sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait l'IA et les réseaux sociaux nous poussent à travailler avec l'IA. Mais je produis aussi par exemple des articles, donc du contenu, vous cliquez sur la vidéo et vous avez l'article. C'est quand même très pratique par exemple d'utiliser l'IA quand vous écrivez un article, de voir qu'en temps réel, l'IA vous corrige vos fautes d'orthographe, vous corrige vos coquilles, vous dit ce serait peut-être mieux d'utiliser tel ou tel vocabulaire, ce serait plus précis. Et ça vous fait gagner un temps fou en termes de relecture. Mais effectivement, c'est un travail qu'on ne faisait pas auparavant. Donc ce temps gagné aujourd'hui, il permet à un employeur de dire bon, tu faisais juste un sujet de télévision, aujourd'hui tu peux te permettre grâce à l'IA de faire aussi un article, parce que ça va beaucoup plus vite. Mais le fond de l'IA, c'est qu'est-ce qui reste vrai ? Qu'est-ce qui reste vrai ? Et quand on est journaliste, on doit avoir ça au fond de sa tête, la véracité, les faits de l'information. Et toujours vérifier effectivement cette information. Moi, même s'il y a de l'IA, même si on travaille avec l'IA, je pense qu'aucun journaliste vertueux n'oublie ça, en fait. Donc, en fait, il est toujours dans la constante vérification de ce qu'il écrit, de ce qu'il dit, de la véracité de l'information. Voilà. Donc, je trouve que l'IA est nécessaire, qu'on s'en sert, et qu'il faut toujours rester extrêmement vigilant par rapport à ce qu'on en ressort au final. Voilà, je pense que c'est essentiel dans la manière de travailler. Je pense qu'on le fait tous. Je pense qu'il n'y a pas de journaliste qui aujourd'hui utilise ChatGPT, sort son article, point final. Ça n'existe pas. Je n'y crois absolument pas. Il y a toujours des vérifications, il y a toujours des survérifications. Voilà. J'allais dire, la difficulté pour un journaliste aujourd'hui qui, lui, cherche l'information, s'imprègne de l'information, c'est d'essayer de comprendre et de connaître, quand il a une information, la source. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'IA, rien n'est sûr. Rien n'est certain. Je parlais à une amie qui est magistrate et qui me disait, aujourd'hui, la preuve n'existe plus. L'IA peut générer des preuves. Un enregistrement, une photographie,
donc on n'est plus sûr de rien. C'est un peu... on est à la place, mettez-vous à la place du journaliste qui a une information, à qui on apporte une photo, à qui on apporte un enregistrement, à qui on apporte un document. Aujourd'hui, on est dans cette complication de se dire toujours, maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette image est vraie ? Est-ce que ce document est vrai ? Et je pense qu'on a tous ça dans la tête. Mais comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, la chance de l'IA, c'est que l'IA aussi génère des logiciels qui nous permettent de vérifier, qu'il faut encore développer, si effectivement ce sont des sources fiables ou non fiables. Donc en fait, c'est un peu le... Vous voyez, c'est toujours... c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On en est là. Mais sur l'assistance de l'IA pour le travail de journaliste, aujourd'hui, il est évident et il est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. Au sein des rédactions, à votre connaissance, donc au niveau du syndicat FO ou peut-être ce que vous avez pu lire ou voir par ailleurs, quel est le niveau d'appropriation de l'IA dans les différentes rédactions ? Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des rédactions qui ont mis en place non pas des chartes IA, mais plutôt des interdictions d'utiliser ? Est-ce qu'il y en a, d'après vous, qui l'ont beaucoup intégré ? Et ce que je voulais savoir, et on en a parlé un petit peu précédemment, c'est que l'intégration des outils d'IA générative, si elles peuvent avoir des avantages de productivité, elles peuvent aussi entraîner des choix de la part des directions qui peuvent, alors de manière réelle ou pas, utiliser les progrès de l'IA comme excuse ou comme raison de pouvoir se séparer d'une partie de leur personnel. À votre avis, donc, connaissez-vous le degré d'appropriation en France dans des rédactions ? Alors vous êtes plutôt dans le domaine audiovisuel, mais de manière plus globale. Et puis, à votre connaissance, quels sont le niveau d'excuses ou de réalité des décisions de RH concernant l'utilisation de l'IA et le fait de se séparer ou de changer les conditions de travail des journalistes ? Alors, je ne connais pas vraiment les degrés d'utilisation de l'IA dans la presse en général. Je dirais qu'on en est au début de l'appropriation par les employeurs notamment de l'IA. Et je pense que notamment dans la presse écrite, c'est là où l'IA va rentrer le plus profondément et va impacter le plus profondément l'emploi, je pense. Parce que, faut pas se cacher, la presse écrite est quand même assez précaire financièrement. Donc la tentation est grande d'utiliser l'IA et de réduire le personnel. Donc ça, je pense que là-dessus, on a un peu des retours de partout où ça... Il y en a même qui ne se cachent pas, je crois, qui disent non, on va utiliser l'IA, donc on va se séparer d'une partie du personnel. Là-dessus, Après, c'était quoi la deuxième volet ? C'était sur Écrire un bulletin météo pour l'IA, c'est facile. Faire des prévisions, ce sont des journalistes. Pour le turf, pour l'IA, c'est facile. Des prévisions financières, pour l'IA, c'est possible aussi. Autant de journalistes qui travaillaient sur ces contenus qui potentiellement peuvent être impactés par l'IA. Tout ce qui relève de champs, j'allais dire, prédictifs, l'IA peut effectivement remplacer l'homme. L'homme a quand même une longueur d'avance dans tout ce qui est dans la créativité. Tout ce qui concerne la créativité. Chaque fois qu'on crée, chaque fois qu'il faut imaginer, chaque fois qu'il faut créer, ne pas être prédictif, tout d'un coup, on devient... l'homme garde la main et utilise l'IA. Et c'est là-dessus qu'en fait, je pense que notre travail de journaliste doit évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, pour tout ce qui relève de choses un peu historiques, prédictives, on sera battu par l'IA. Mais pour tout ce qui relève d'enquête,
de choses qui sortent de ce que l'IA génératif peut connaître et peut comprendre, l'homme restera nécessaire. Et donc effectivement, on aura toujours besoin, peut-être d'une autre manière, de journalistes, d'investigation. Voilà, par exemple, l'investigation, l'IA ne pourra jamais le faire. Moi, je rajouterais qu'en fait, c'est l'essence même du métier. C'est-à-dire que nous, on est en train de se battre, notamment à la Convention collective nationale des journalistes, pour qu'il y ait un volet sur l'IA, et notamment pour avoir un peu le tampon. En fait, on est un peu comme dans la révolution industrielle. On a eu la mécanisation, on a amené des machines, et puis qu'est-ce qu'on a fait à côté? On a fait des tampons, oui, c'est fait à la main. Vous voyez? Et donc, je pense qu'il va y avoir une différence entre, je dirais, le tout venant et le qualitatif. Voilà. On a le côté industriel où on a fabriqué des sabots à la chaîne, et puis on a le côté où on fait des chaussures de qualité, et ça, c'est fait à la main, et ça restera toujours. Après, donc nous, notre credo, c'est de dire, on est journaliste, et donc on apporte un label qui est la véracité de l'information, la vérification. Et c'est là où il y a, je dirais, qu'il peut y avoir une bascule, et ce qu'on voit en ce moment avec les réseaux sociaux, où on a la presse, entre guillemets, classique, où il y a des journalistes professionnels qui œuvrent, et les réseaux sociaux, où c'est un peu tout et n'importe quoi. Et donc là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, justement. Et peut-être pour aller dans ce sens, parce que vous avez spontanément parlé de la manière dont on étiquette, labellise, tamponne, en tout cas où on indique. On a eu dans le cadre de cette mission d'information, mais sur le domaine musical, on avait la SACEM qui indiquait réfléchir à la mise en place d'un IA Score, comme on a le Nutri-Score, qui permet de labelliser les contenus musicaux générés par l'IA ou à l'aide de l'IA, qui seraient identifiés comme tels. Est-ce qu'une telle solution serait transposable au contenu, que ce soit écrit, audio ou vidéo, de vos adhérents? Par exemple, faudrait-il mettre en place ce système? Est-ce que ce système nous permettrait de pouvoir aussi labelliser, et là je fais référence à la labellisation des organismes médias qui peut être volontaire et qui n'est pas la labellisation des contenus, mais bien la labellisation du respect, d'une éthique et d'un travail journalistique. Donc en fait on a bien deux démarches. D'un côté la labellisation des contenus par une mention d'utilisation plus ou moins grande des IA, mais aussi la labellisation de celles et ceux qui mettent en place la vérification humaine et tout le travail de vérification que doit exiger le travail journalistique. Sur ces deux points, labellisation des contenus et labellisation des démarches médias, j'aimerais ensuite qu'on en tire éventuellement les conséquences. Mais déjà, comment on peut est-ce qu'il faut mettre en place cette labellisation? Qui doit décerner ce label, d'après vous? Vous avez répondu à votre question dans votre deuxième interpellation. Nous, en tout cas, à Force Ouvrière, nous ne sommes pas favorables à la labellisation des médias. Parce que la question qui se pose, c'est qui labellise? Et à partir du moment où on labellise, se pose la question de qui enlève le label, qui l'ajoute, quelle est l'instance supérieure qui est capable de juger de la pertinence. On sort un peu de lien, mais c'est essentiel aujourd'hui dans justement la vérification de contenu, de la véracité des informations. Donc nous ne sommes pas favorables à la labellisation des journaux, des médias globalement, parce qu'on n'arrive pas à trouver le juge qui pourrait décider, voilà, bah oui, c'est bon, bah non, c'est pas bon. Et en fait, il y a quand même, on est dans un pays libre, où l'expression est aussi libre.
Et donc, on doit faire attention à tout ça, à la liberté d'expression de chacun, à la préserver. En revanche, peut-être, quand certains médias comme Des Boots, par exemple, diffusent sur les réseaux sociaux, sur X, par exemple, des milliers de tweets, soi-disant d'informations qui ont été générées de manière automatisée, que ça n'a pas typiquement sur les réseaux sociaux, ça c'est quand même un problème. Quand on voit qu'il y a des informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, qui sont totalement la fake news, souvent d'ailleurs d'agences étrangères, hein, il faut le dire, qui viennent par exemple sur notre territoire inonder les réseaux sociaux et que rien n'apparaît à côté, ça pose un problème. Là, on parle de... C'est ça qui pose... je pense que quand on se rend compte en France qu'il y a des agences ou des sites qui nuisent volontairement par des fausses informations à notre pays, à sa protection, l'État, effectivement, interviennent. Alors moi, je ne dis pas interdire, parce que, voilà, mais qu'au moins sur ces tweets-là, ou ces agences-là, il y ait une information qui soit... qui puisse être vue par les lecteurs en disant cette agence ou ce contenu ou etc. Je sais que c'est difficile, je sais que vous essayez de le mettre en place, mais je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. La labellisation dans notre organisation syndicale, je ne parle pas pour les autres évidemment, mais en tout cas pour EFO, nous pose beaucoup de difficultés. Après sur la musique, puisque nous sommes à la FASAP, à la Fédération des Arts du Spectacle, de l'audiovisuel et de la presse, nous avons également les camarades artistes avec nous. C'est un vrai problème, l'IA, puisque je parlais de création. Alors aussi bien ça fonctionne pour les journalistes qui ont un temps d'avance toujours dans le développement de l'information sur les enquêtes ou sur les investigations. Mais c'est vrai que pour les artistes, par exemple, ceux qui font de la musique, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des contenus musicaux qui sont sur les sites, qui sont produits entièrement par l'IA, et personne ne le sait. De la même manière, ce serait souhaitable d'avoir, il me semble, hein, enfin, voilà, d'avoir une information à côté chaque fois que ça a été généré par l'IA. Mais je voudrais vous parler d'une expérience, je ne sais pas si vous êtes au courant, en 2024, donc assez récemment, en Pologne. Il y avait une radio qui s'appelait Radio Cracovia, une petite radio publique qui allait assez mal. Vous allez pouvoir retrouver ça dans des articles de presse qui sont passés. Et en fait, ils avaient décidé de licencier le personnel de cette radio publique, de cette petite radio, Radio Krakow. Off Radio Krakow, exactement, voilà. Et il y avait 8 ou 9 personnes dans cette radio. Ils ont décidé de licencier tout le monde et ils ont décidé de faire une expérience de radio totalement gérée par l'IA. Totalement, 100%. Donc avec 3 animateurs totalement virtuels. Vous alliez sur le site, ils avaient fait les photos de ces animateurs, qui étaient donc des animateurs totalement virtuels, et qui animaient 24 heures sur 24 cette radio publique. L'expérience a quand même tourné court. L'expérience a tourné court et c'est ça qui est marrant parce qu'en fait, l'IA a commencé à générer des interviews avec des personnes qui étaient décédées. Par exemple, il y avait... j'essaye de retrouver l'interview. Voilà, le prix Nobel de littérature en 1996... qui est décédé entre-temps, qui faisait une interview avec un des journalistes virtuels et qui répondait aux questions comme si c'était... voilà. Et donc, effectivement, la population s'est émue de ces fausses interviews, de ces... Et donc, en fait, voilà, effectivement, aujourd'hui, l'IA générative est capable de construire une radio seule, d'avoir des animateurs seuls, de faire de l'information seule. Mais si l'humain n'est pas derrière, les dérives arrivent très très vite et finalement l'expérience s'arrête. Voilà. Un autre exemple aussi sur les photos, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais au début, quand on créait, même nous, pour nous amuser, des photos sur l'IA, personne n'y voyait rien. On était tous beaux sur les photos, tout d'un coup, on faisait, on se mettait à côté de quelqu'un de célèbre, on s'amusait. Et aujourd'hui, ce que nous remarquons à Force Ouvrière, c'est que quand même, mine de rien, surtout les jeunes, ils sont aiguisés à l'IA, à la présence de l'IA. C'est-à-dire que tout d'un coup, même eux remarquent que c'est une photo qui a été générée par l'IA. Bah ouais, ça c'est un truc de l'IA, ça t'a fait avec l'IA. Ce que nous ne voyons pas. Et en fait, on voit bien que quand même, mine de rien, l'IA progresse, mais nous, notre adaptation à l'IA progresse aussi. On fait la différence. Alors, je ne dis pas qu'il faut, on oublie tout, mais je dis que même nous, ça nous aiguise. L'IA nous aiguise à faire attention, notamment les jeunes générations. Je parlais avec une maman qui vient de Scandinavie et qui me disait, nous, à partir de 12 ans aujourd'hui, dans les écoles scandinaves, on forme nos enfants à faire la différence sur les images, par exemple, à bien faire la différence entre ce qui est généré par l'IA et ce qui ne l'est pas. Et je pense que ça aussi, ça s'apprend. Peut-être que c'est des idées, voilà, de se dire, tiens, mais de former aussi les jeunes générations, nos enfants, à se dire que potentiellement, il y a des choses qui sont générées par la machine et des choses qui sont créées par la main de l'homme. Mais je crois que nous aussi, on s'aiguise petit à petit. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'entendre que les jeunes, parfois, ont un sens critique plus aiguisé que leurs aînés, parce que souvent, on en réduit la question de l'éducation aux médias, aux jeunes générations, en oubliant que toutes les générations ont à affronter ces changements et que effectivement, les plus jeunes générations connaissent un peu mieux ça. Et, alors, vous parlez de l'exemple de la Scandinavie. En France aussi, au sein des programmes d'éducation morale et civique, on a une place accordée davantage depuis 2024 à l'éducation aux médias et à l'information. Est-ce que, de ce que vous en voyez, vous trouvez ça satisfaisant et dans quelle mesure il faudrait davantage ou pas faire que ces programmes incluent tout ce qui est risque et savoir détecter et avoir l'esprit critique pour intégrer tout ce que l'intelligence artificielle compte. Alors, je pense que c'est primordial. Alors, moi, je fais partie de la CPNEF, je ne sais pas si vous voyez, Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, où on a mis en place justement des formations pour l'éducation aux médias. Parce que jusqu'à présent, l'éducation aux médias se faisait un peu de manière empirique. Donc, on a vraiment charté le métier. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir, on a fait une enquête, la CPNEF de l'audiovisuel, la CPNEF des journalistes, sur l'impact de l'IA sur le métier de journaliste. Il y a eu une enquête qui a été faite. Et d'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est que dès l'instant que le jour où on nous a remis l'enquête, il était précisé qu'elle était déjà obsolète. Donc, il faut savoir que ça avance très très vite. Mais pour en revenir sur l'éducation, je pense que c'est quelque chose de primordial et que sans ça, on ne pourra pas s'en sortir. Moi, j'ai ma fille. Alors, ma fille a 18 ans, bon, tout va bien, elle est en prépa. Enfin, voilà. Mais quand je parlais de l'IA et du fait que y avait des fake news, on pouvait fabriquer de la fausse information, elle me disait oui, mais même au Moyen-Âge, déjà, ils faisaient ça, ils fabriquaient des fausses informations. Je disais oui, mais là, c'est la personne elle-même qui parle avec sa voix et qui te dit les choses. Donc c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Et si on n'arrive pas à faire ce distinguo-là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Alors par exemple, pour en revenir sinon sur cette fameuse charte de l'IA qu'on a à TF1 notamment, il y a, et on parlait on a une gouvernance de l'IA, nous, en fait. Donc si je vous lis, donc déjà on estime que l'IA doit respecter le principe de transparence vis-à-vis du public, ça c'est la chose de base, et surtout l'usage de l'IA implique une gouvernance spécifique avec la mise en place au sein de la direction de l'information d'un comité de pilotage de l'IA qui comprendra un membre de chacune des rédactions et des services de production éditoriale et d'un référent, à charge à eux de suivre l'évolution de l'IA, d'établir les règles d'usage et de veiller à leur respect.
il informe le comité éthique et de déontologie de l'information. Voilà, donc tout ça, même chez nous, c'est très cadré. C'est-à-dire qu'il y a toujours un humain, et si on voit qu'il y a une évolution, il y a toujours l'humain qui vient derrière et qui recadre l'IA, entre guillemets. Enfin, en tout cas, son usage. Merci beaucoup. Alors, on a eu une présentation par l'ARCOM de leur 2e édition de l'étude Les Français et l'information. Cette étude estime à 32% la proportion de Français utilisant des outils d'IA conversationnels pour s'informer. 12% le font quotidiennement. Là encore, c'est peut-être déjà obsolète et ça doit être sans doute plus, mais comment avez-vous reçu ces données ? Cette proportion, elle est plus importante chez les jeunes. 68% des moins de 25 ans, 52% des 25-34 ans utilisent ces outils IA pour s'informer. On a eu aussi une étude Ipsos BVA pour la Fondation Jean Jaurès qui révèle que près d'un Français sur 2 a déjà utilisé ou envisage d'utiliser une IA générative pour s'informer sur la politique. C'était avant les élections municipales 2026, mais l'année qui vient sera hautement politique avec l'élection présidentielle de 2027. Quels sont d'après vous les risques liés à cette montée en puissance exponentielle de l'utilisation de l'IA à des fins informationnelles ? Comment, et là on vient de parler d'éducation aux médias, mais c'est du point de vue aussi des journalistes, et comment on peut inciter davantage tous les Français à consulter les liens sources indiqués par l'IA. La moitié d'entre eux ne le faisant pas, ce qui est déjà bien, la moitié s'ils le font. Voilà, comment voyez-vous l'avenir de l'information ? Vous avez parlé beaucoup des réseaux sociaux, mais les outils IA aussi, les outils conversationnels vont devenir de plus en plus le lieu où s'informer. Comment vous appréciez ces données ? Alors, je crois que ce dont vous parlez, en fait, ce sont des systèmes d'algorithmes ou des systèmes de recommandation de contenu. J'ai cru percevoir un peu ça, très intéressant, parce que, en fait, c'est un peu la problématique de nous, journalistes de l'information, quand on écrit ou quand on fait un reportage, ce qui va vous arriver à vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les moteurs de recommandation intelligents transforment finalement la distribution des articles de presse en analysant finement les habitudes de lecture ou de consommation de contenu. Et donc, effectivement, ces nouvelles technologies d'IA permettent d'afficher en priorité les contenus les plus pertinents pour chaque utilisateur selon son centre d'intérêt. Donc, il faut s'imaginer, prenons par exemple, puisqu'on va parler de politique, quelqu'un qui serait proche du Rassemblement national ne recevrait finalement avec l'IA que des articles le concernant. Quelqu'un qui serait proche de l'AFI, de la même manière, recevrait uniquement des articles allant dans son sens. Et ça aussi, c'est un danger pour la démocratie. C'est un danger parce qu'en fait, l'objectif toujours des journalistes, c'est, je sais que vous n'aimez pas trop ce mot, mais d'être un contre-pouvoir dans le sens d'avoir une pluralité de l'information, de diffuser toutes les informations. Et c'est aux citoyens toujours, je parle de politique là, de se faire un avis et de se donner le choix. Donc, c'est vrai que cette IA qui recommande des articles ou qui vont pêcher des articles plus que d'autres peut nuire à une connaissance globale des problèmes, que ce soit des problèmes politiques ou des problèmes internationaux. De la même manière que aujourd'hui, avec des dispositifs comme ceci, sur l'IA, sur ces algorithmes qui vont vous donner les articles que vous voulez voir sur le conflit au Moyen-Orient, vous n'aurez que quasiment toujours la même version. Vous n'aurez plus l'autre version. Et ça pose des difficultés de connaissance générale
de culture générale et d'approche globale de la réalité. C'est pour ça que les journalistes ils sont très inquiets justement de ces algorithmes. Parce que, ou si vous êtes intéressé par exemple sur le sujet de l'environnement, alors vous n'aurez que des sujets sur l'environnement. Et vous allez vous détacher des autres sujets. Quand vous lisez un journal, quand vous ouvrez, ce qui va vous attirer, c'est le titre. Peut-être que le sujet ne vous intéresse pas forcément, mais vous allez être attiré par le titre. Si on fait confiance à ces IA génératives, qui font fonctionner des algorithmes, vous aurez toujours le même type d'information. Et ça, c'est un risque pour l'avenir. C'est un risque, c'est un vrai risque d'information, de connaissance. Vous parlez du pluralisme des algorithmes. Il y a fait. aussi le pluralisme des données qui vont venir entraîner les fournisseurs d'IA. Et j'aimerais qu'on vienne à cette partie-là. C'est en fait l'intelligence artificielle et les droits d'auteur de vos contenus. Plusieurs accords ont été passés entre les éditeurs et les agences de presse, d'une part, et les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle. Quel regard portez-vous sur ces accords ? On a eu un accord entre Le Monde et OpenAI. On a eu aussi un accord entre Meta et Le Monde et Nouvelops. On a un accord entre Mistral AI et l'AFP. On voit que ce sont des accords qui sont plutôt conclus à titre individuel. On a le rapport du CSPLA et qui a recommandé plutôt l'émergence d'un marché de licences contractuelles avec une gestion collective volontaire. Partagez-vous cette analyse et est-ce que la négociation collective devrait être davantage privilégiée ? Oui, la négociation collective doit être davantage privilégiée. Et il y a une réalité, c'est que en fait, si on parle, par exemple, alors là, je ne sais pas si on sort de l'IA, mais on est vraiment sur du droit. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, je suis dans l'audiovisuel public, il faut se rendre compte que, par exemple, nous produisons, nous, avec de l'argent public, des contenus qui vont se retrouver sur des réseaux sociaux qui sont des éditeurs, qu'ils ne financent pas eux-mêmes. Et donc, ils sont porteurs. Oui, ça pose quand même un problème de, je trouve, de droit, de se dire que ces contenus sont gratuits, alors que ces éditeurs-là vont faire eux-mêmes de la publicité sur ces contenus et de la promotion sur ces contenus. Excusez-moi, vous les qualifiez d'éditeurs, et justement, tout le paradoxe, c'est comme ça qu'ils se qualifient. Ils ne se qualifient pas d'éditeurs justement pour ne pas avoir la responsabilité éditoriale. Donc à chaque fois, ils rappellent qu'ils sont plutôt des hébergeurs, qu'ils accueillent le contenu édité par les uns ou par les autres, mais ils s'exemptent d'une responsabilité. Sauf que j'ai bien compris ce que vous pointiez sur la récupération de la valeur créée par d'autres pour alimenter leur propre valeur sans qu'il y ait de répartition, sauf à aller encore plus loin dans les droits voisins de la presse. Et je prolongerai cette intervention en disant, est-ce que le droit voisin de la presse qui est mis en place devrait être prolongé par l'édification d'un droit voisin de la presse fondé sur la récupération par les IA, les agents conversationnels des contenus qui alimentent les réponses qu'ils vont donner. Est-ce que ce ne serait pas normal ? Si. Évidemment, ce serait tout à fait normal et même évident. Alors, juste, Dès l'instant qu'on utilise le travail d'une autre personne, on doit rémunérer cette personne. C'est tout, c'est très simple. Et moi, j'élargirais encore plus, c'est-à-dire que là, on parlait d'accords bilatéraux. Là, on serait pratiquement sur un accord national. On pourrait parler d'un accord national, mais on pourrait même parler d'un accord européen. Parce qu'en fait, on est dans une autre échelle. On n'est plus dans une échelle le petit journal, le journal national. On est carrément avec des
des méga structures. C'est un peu ce qui se passe dans tout l'audiovisuel en général, hein. C'est-à-dire que, par exemple, j'élargis un peu le débat, mais l'audiovisuel français se retrouve en confrontation avec du YouTube, par exemple. On n'est pas sur les mêmes échelles. Donc si on n'agit pas et assez rapidement là-dessus, on va disparaître. En fait, on a un problème d'échelle, c'est ça. On a un problème d'échelle et de rapidité. L'IA évolue à une manière mais exponentielle, sur une échelle mondiale, et nous, on se retrouve dans notre petit cercle, notre petite rédaction, ou notre petite nation, à essayer de calfeutrer un peu, de colmater les choses, et d'une manière... Et en même temps, c'est le temps de la réflexion. On a besoin de temps de la réflexion. C'est justement l'inverse de la rapidité. Mais voyez la dichotomie. D'un côté, on a des gens qui pèsent des milliards, et nous, on représente rien. Et d'un côté, on a des machines qui évoluent à la vitesse, dans une vitesse exponentielle, et on a des humains qui essayent de légiférer ou de... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors justement, il y a des essais, mais qui parfois se transforment, donc c'est plutôt bon signe. Je voulais faire écho, alors non seulement à un rapport d'initiative d'Axel Voss qui a été largement adopté au niveau du Parlement européen et qui repose la question du droit d'auteur et du respect du droit d'auteur par les fournisseurs d'IA. Hier au Sénat, en commission de la culture, a été adoptée une proposition de loi transpartisane d'initiative sénatoriale et qui établit dans le cadre français, mais qui est complètement compatible avec le cadre européen, un changement de régime probatoire, en gros qui pose la présomption d'utilisation des contenus culturels, dans lequel je vais mettre aussi bien la rédaction d'un livre que aussi ce que vous pouvez faire au titre de l'information. Et à partir de cette présomption d'utilisation, c'est au fournisseur d'IA de démontrer qu'il n'a pas utilisé ces contenus. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette proposition de loi ? C'est plutôt favorable. Oui, évidemment. Son syndicale, on dit toujours qu'il faut voir avec son bureau, mais là, on est tous les deux. J'allais dire que sur le principe, ce que vous exposez, effectivement, semble tout à fait même cohérent. Donc, plutôt favorable. Merci beaucoup, messieurs. Nous arrivons au terme de nos échanges, Madame la rapporteure, c'est bien ça? Bon, c'est très bien. Bon, bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cet échange intéressant, nourri, complet. Monsieur le Président, j'ai juste oublié de dire quelque chose sur les journalistes qui me semblait important, sur le futur des journalistes. C'est que ce qui nous semble important à Force Ouvrière aussi, c'est que pour les journalistes, le journaliste de demain devra forcément maîtriser des outils analytiques avancés. Oui. Ce sera un prérequis pour les journalistes modernes, en plus évidemment de ces approches traditionnelles. Les professionnels des médias vont devoir développer une expertise dans l'analyse des données massives et de la compréhension des algorithmes. Puis il faut que les rédacteurs, effectivement, acquièrent progressivement des capacités en programmation légère, notamment pour paramétrer les assistants numériques et optimiser leurs recherches. Et la visualisation des données devient une compétence stratégique pour traduire effectivement les informations complexes en format accessible. Et puis, je voulais juste vous dire qu'il y a un nouveau profil qui émerge, c'est celui de journaliste data architecte. Que c'est un spécialiste hybride qui combine excellence rédactionnelle et maîtrise technique pour exploiter les ressources qui sont offertes par l'automatisation. Et que ça aussi, ce sont des nouveaux métiers auxquels il faut penser. Donc pour ce journaliste data architecte, la mission sera de créer des ponts entre la technologie et le contenu éditorial. Et en fait, pour conclure, pour Force Ouvrière, nous, ce qu'on voulait dire, c'est que nous ne sommes pas défavorables de facto à l'IA.
Les avancées technologiques, on en a tous connu. Effectivement, elles mettent en tension des métiers, mais elles en créent d'autres. Et nous devons penser, nous qui sommes une organisation syndicale, et nous pensons aux salariés, aux travailleurs, à la défense des entreprises, et nous sommes persuadés que en régulant l'IA, en évitant ces dérives, nous pourrons aussi créer des nouveaux métiers. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous tomber dessus, et ce n'est pas le monde qui nous tombe sur la tête et c'est fini, etc. Nous restons persuadés qu'il y aura toujours de l'information, qu'on a toujours besoin de l'information, qu'il y aura toujours des médias. Ce sera d'une autre matière, peut-être d'une autre manière, avec d'autres métiers, mais que nous avons besoin de l'IA, qu'elle nous aide, et qu'il faut simplement éviter ces dérives et la réguler. Très, très bien, merci beaucoup. Je Monsieur, veux juste dire une chose. En complétez, fait, oui. en résumé, moi je dirais, c'est formation du public, formation des professionnels Ouais. et encadrement. C'est très, très bien. Une belle Mais feuille merci. de route. Oui, c'est une bonne feuille de route. Messieurs, merci beaucoup. Nous avons bien compris que le monde journalistique et les organisations professionnelles qui représentent les journalistes ne voient pas l'IA comme un danger, mais comme une opportunité de travailler différemment, hein, avec des gains de productivité, si j'ose dire, ou en tout cas des outils qui aident à l'exercice du métier. Mais vous avez parfaitement raison. Vous savez, l'Assemblée nationale est viscéralement attachée à la liberté d'expression, puisqu'elle est constitutionnelle depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Donc, nous pensons que la presse a tout à fait les moyens, du point de vue intellectuel, du point de vue politique, du point de vue éthique, de s'organiser pour que l'IA soit au service de la vérité journalistique et non pas inverse, non pas et qu'elle ne puisse pas servir à manipuler l'information dans vos rédactions. Là-dessus, nous vous faisons totalement confiance. Bien, merci beaucoup pour cet échange et puis bon retour chez vous. Merci, à tout à l'heure. Madame la rapporteure, on reprend à 11h30, c'est ça? Oui, j'espère à 11h30. Je mesure aussi qu'il y a des choses en hémicycle qui vont se passer à peu près vers 11h30. Donc, si on a Oui. 5-10 minutes de retard, vous veuillez m'en excuser. Bon, moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.